plaisir d'accueillir Christelle Pio. Christelle a compris de bonne heure que pour avoir une vie heureuse, il fallait tout simplement faire taire les sentiments et les émotions qui la traversaient. Elle s'est donc investie dans l'apprentissage de l'attitude de ne pas ressentir et de ne jamais montrer ses émotions. Cependant, elle a vite compris que les sentiments ou les émotions ne pouvaient être ni détruits ni supprimés. Elle a finalement découvert que la paix intérieure ne pouvait être obtenue que si l'on était conscient de ses émotions et de la manière dont celles-ci pouvaient influencer ses pensées et ses comportements. Elle a décidé de rechercher un maximum d'authenticité dans ses relations avec elle-même et avec les autres. Christelle croit fermement que c'est la pierre angulaire d'une vie de liberté, de bonheur et de réussite. Au cours des 20 dernières années, elle a continuellement renforcé son intelligence émotionnelle et sa routine de méditation. Elle est devenue une experte de la pleine conscience avec plus de 3000 heures de pratique. Elle a mis à profit ses connaissances tout en les enrichissant au fil de ses différentes carrières. En tant que responsable des ventes internationales dans le secteur pharmaceutique, leader d'une entreprise de marketing à multiniveau, coach parental. Elle habite à Francfort avec son mari et ses 3 enfants. Depuis 2015, elle enseigne aux écoles, enseignants et étudiants, aux entreprises et aux particuliers. Sa vision consiste à introduire la pleine conscience et l'intelligence émotionnelle à tous les niveaux de la vie pour aider en priorité les parents à améliorer leur impact et leur bien-être et ainsi à transmettre cela à leurs enfants. Elle détient un master en génie chimique, elle est coach certifiée et formatrice. Christelle est également praticienne de Reiki et certifiée en pleine conscience et gestion du stress pour les enfants. Elle a dit souvent « La méditation est mon meilleur conseiller pour les décisions difficiles, mon meilleur ami et mon meilleur sédatif pour calmer l'ouragan dans ma tête lorsque je suis stressée, le meilleur guide pour rester en équilibre dans ma vie épanouie. » Bonjour à tous, bonjour Christelle, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui et avec toi on va parler de méditation et comment on peut aider nos enfants grâce à la méditation à apprivoiser en fait leurs émotions. Donc je pense que, en tout cas moi ça m'intéresse, donc j'ai hâte que tu nous livres tout ça. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis ravie de passer ce moment-là ensemble, surtout qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et c'est vraiment quelque chose de très, très, très personnel pour moi, que j'ai mis en place pour moi, que j'ai mis ensuite en place pour mes enfants et seulement finalement, parce qu'on me l'a demandé, pour mes petits clients et mes grands clients, donc les parents d'une façon générale. Donc je suis ravie de partager en fait pourquoi je trouve ça super important et puis comment ça marche et comment mettre ça en place dans sa famille. Oui, et puis alors en parlant avec toi un peu en amont, j'ai découvert que toi, tu avais découvert ça, mais il y a super longtemps, la méditation, j'ai trouvé ça juste incroyable parce que je crois que tu l'as découvert quand tu étais enfant déjà. Oui, Donc exact. on en parle beaucoup là depuis quelques années, mais voilà, enfin, tu vas nous en parler, mais à l'époque, c'était quelque chose encore de complètement, un peu même mal perçu, non, presque, Exact. l'image de la méditation. Exact. Ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, j'étais en colonie, j'avais à peu près 8 ans, je crois, et on a fait une séance de méditation après le repas dans un grand gymnase, et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable parce que moi, j'étais une enfant qui avait toujours envie de bouger, qui était plutôt sportive, et j'avais pas du tout envie de me coucher après le repas. Et ils nous ont demandé de nous coucher, et puis là, ils ont commencé à nous détendre, et je me suis endormie. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable à l'âge de 8 ans. Je dis, mais c'est incroyable, j'avais pas envie de dormir, et je me suis endormie. Et c'est resté en moi, et encore aujourd'hui, j'ai encore l'image de là où j'étais couchée dans le gymnase, à peu près au milieu de la salle. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, en fait. C'est pour ça que je sais que les enfants peuvent être touchés par la méditation, puisque j'ai fait cette expérience-là à 8 ans. Et après, j'ai plus vraiment eu de contact avec la méditation. Par contre, j'ai eu toujours du contact avec le développement personnel. Ça, mes parents étaient là-dedans, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Je crois que la première vraie formation que j'ai eue avec la méditation, c'est à peu près vers l'âge de 20 ans. J'avais déjà eu des contacts avec la méditation avant, par le biais de livres ou de petits séminaires où il y en avait eu dedans.
Mais un séminaire qui m'a vraiment impacté avec la méditation et que j'ai utilisé tout de suite après et qui a juste transformé ma vie et que j'ai continué à utiliser jusqu'à maintenant, c'est voilà, vers l'âge de 20 ans, 21 ans. Et c'est vrai que j'en parlais à personne parce qu'à cet âge-là, en plus, je suis ingénieure ou j'étais ingénieure. Donc voilà, mes amis ingénieurs, très terre à terre, trouvaient qu'à cet âge, enfin, quand on avait 20 ans, il y a plus de 20 ans, que c'était un truc wouhou et que ce n'était pas du tout une science correcte, quoi, en fait. Donc j'avais pris l'habitude de garder ça pour moi. J'en parlais à personne. Jusqu'à il y a peu de temps, en fait. Et comment t'es venue? Parce que du coup, entre tes 8 ans et tes 20 ans, il ne s'est rien passé, c'est ce que tu disais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie? C'était ce souvenir que tu avais eu à 8 ans ou non? C'est un hasard que... Non, c'est un peu un hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand même que vers l'âge de 15-17 ans, euh, ce que j'avais envie, c'était vraiment de réussir à communiquer le mieux possible. Je m'étais dit, ce serait cool de pouvoir dire tout ce qu'on veut et que ça passe bien. Et je m'étais rendu compte que ça marchait pas. Et en fait, je m'étais rendu compte souvent que ça marchait pas à cause des émotions qu'on véhiculait avec les mots. Donc ça, c'était mon analyse vers 15-17 ans. Et je m'étais dit, comment on peut faire en fait pour mieux réussir à passer ça, puis en même temps souffrir un peu moins quand même, parce que c'est pas facile tous les jours avec les émotions. Et j'avais acheté des livres. Je me souviens qu'à 17-18 ans, j'avais lu un livre, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui m'avait énormément aidée. D'ailleurs, j'avais trouvé ça juste génial. Et après, en fait, avec le contact de la méditation et tout ça, je me dis, j'ai trouvé. Suffit d'arrêter de penser, d'arrêter de ressentir, donc de couper les émotions, en fait, d'arriver à se couper de ces émotions. Et après, ça va mieux. Et donc, j'ai essayé de faire ça pendant quelques années, avec l'outil de la méditation aussi, parce que je n'avais pas tout compris. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. En fait, il ne faut pas se couper des émotions, mais il faut complètement les accepter. Et ça m'a pris quelques années avant de le comprendre. Et la méditation est en fait un excellent outil pour ressentir les émotions, pour déjà savoir ce qui se passe, pour pouvoir les disséquer un petit peu, pour être plus consciente et présente à ces émotions et du coup les laisser passer beaucoup plus vite. Et en fait, on souffre moins. Voilà. Est-ce que quand on médite, il y a un risque justement quand on ressent, tu sais, tout fortement les émotions, en fait, que tout se libère et de pleurer et voilà, parce que j'avais lu quelque chose comme ça qui disait que justement les hypersensibles, ils avaient un peu peur de rentrer dans la méditation parce que justement, tu partais complètement à la rencontre de tout ça et que ce serait... Tout à fait, tout à fait. Et en effet, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont encore bloquées, présentes. Et en fait, tant qu'elles sont bloquées, présentes, il y a un dysfonctionnement, ou même au point de vue énergétique, ça ne fonctionne pas correctement. Et c'est le risque, et je le vois même quand je fais, par exemple, quand j'interviens dans les classes, par exemple, ça arrive, ça arrivait avant cette année. Et en fait, il y a des enfants où j'arrive à les mettre dans la classe, alors que ce n'est pas forcément l'environnement idéal, mais j'arrive à les mettre en méditation. Et juste une méditation simple, donc c'est juste avec la respiration. Il y a des enfants qui pleurent. Et quand je leur demande pourquoi ils pleurent, des fois, ils me disent, voilà, il y a 2 ans, mon chien est mort. Et en fait, il y a cette émotion-là qui ressort à ce moment-là, parce que c'était une émotion qui n'avait pas été travaillée. Et puis, des fois, ils me disent, voilà, il y a 1 an, ma grand-mère est morte. Et là aussi, il y a et donc, en fait, c'est une façon de pouvoir faire ressortir l'émotion et de pouvoir l'accompagner, la faire sortir. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup d'émotions fortes et qu'on a eu tendance à ne pas réussir à les gérer correctement, la première fois qu'on part en méditation, il y a des personnes qui disent « Non, moi, ça me fait peur, je ressors ». Et là, c'est là où il faut essayer de se faire accompagner et éventuellement, surtout si on a des idées noires, ne pas le faire tout seul. Et la se faire accompagner. Donc, les gens qui ont une tendance très fortement dépressive, voire suicidaire, là, je ne conseillerais pas de méditer tout seul. Non, ce serait mieux qu'elle se fasse accompagner. Par contre, les gens qui ont juste un trop plein d'émotions, oui, c'est possible. Les premiers temps, vous allez pleurer. Les premiers temps, ça ne va pas être agréable. Moi, je sais que pendant un long moment, parce que mon frère médite beaucoup aussi, et pendant un long moment, je lui avais dit, bon, moi, j'aimerais bien méditer plus souvent, mais en fait, à chaque fois que je médite, j'ai mal là, j'ai mal là. Et là, il me dit,
Mais Christelle, c'est pas à chaque fois que tu médites que tu as mal là. C'est à chaque fois que tu médites que tu te rends compte que tu as mal là. Mais tu as mal là tout le temps. Et il avait complètement raison. Il y avait un mal-être général qui était là. Et en fait, je le ressentais d'autant plus quand j'étais en méditation, puisqu'on calme tout et c'est là qu'on voit ce qui ne va pas. Donc au départ, ça peut être... Il y a donc beaucoup de personnes qui disent « Je ne vois pas la différence entre la méditation et la relaxation ». La méditation, ce n'est pas forcément agréable. Il y a des périodes qui sont un peu compliquées. Du coup, est-ce que ça veut dire que ça peut être le début, enfin, je veux dire, quand tu démarres la méditation où tu peux éprouver ça, mais qu'après, en la pratiquant régulièrement, tu es plus confronté à ça? Exact, D'accord. tout Et à fait. qu'est-ce que tu peux conseiller pour commencer, parce que les personnes qui nous écoutent, elles vont peut-être se dire, bah alors attends, moi j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie là de faire une méditation et puis de lâcher tout, de pleurer, parce que parfois c'est pas évident. Tout à fait. Alors, il faut commencer gentiment, tranquillement. Il ne faut pas se dire tout de suite, ouais, je vais mettre 10 minutes assis en tailleur et pas bouger. Non, il faut vraiment y aller. 10 minutes, c'est déjà long, finalement. Donc, il faut peut-être se dire, ben, je vais juste me poser 1 minute et je vois. Et puis, ça marche bien, ça passe bien, 2 minutes où je vois. Et de toute façon, alors la méditation, on n'est pas dans une idée de vouloir un résultat. On lâche prise, s'il n'y a pas de résultat, c'est juste l'idée d'essayer le plus possible d'être dans le moment présent et d'accueillir ce qui se passe. Et il y a des jours où ça va être super agréable, super facile. Il y a des jours où c'est super compliqué. Et qu'on soit débutant ou moins débutant, c'est toujours des jours comme ça. Moi, je sais qu'il y a une période quand mon deuxième fils est né, je crois, je suis allée faire un stage à Paris. Et je ne tenais pas en place. C'était juste une période où, à l'intérieur, il devait y avoir des remous, voilà, de méditer 10 minutes, c'était juste très difficile, en fait. Et puis, peut-être un mois plus tard, j'étais capable de méditer 1 heure sans bouger. Donc, c'est très aléatoire. Et en fait, le but, c'est juste de se poser et d'accueillir. Si c'est compliqué, on accueille le fait que ça soit compliqué. Si c'est simple, on accueille le fait que ça soit simple, sans jugement. Oui, parce que tu disais que c'était une période où tu n'y arrivais pas, mais est-ce que justement, c'est pas quand cette période arrive là, là où tu devrais le plus pratiquer la méditation? En fait, oui, tout à fait. En fait, à ce moment-là, c'est là où je me suis dit, oh, mais ça va pas en ce moment, hein. Et à nouveau, c'est juste le temps se permettre le temps de se poser et de faire un état des lieux, en fait. Et c'est là où on peut se rendre compte d'autant plus si on va ou si on va pas. Et à nouveau, sans jugement. Le plus difficile, en fait, dans la méditation, c'est d'enlever cette petite voix qui juge tout le temps. Dire, mais je suis trop bête, j'y arrive même pas, quand même, 2 minutes, puis voilà, je me mets à pleurer, n'importe quoi. Et puis, c'est trop dur. Et puis, de toute façon, il faudrait mieux que j'aille faire la lessive et ainsi de suite. Et en fait, toute cette petite voix-là, il faut réussir à doucement les faire partir, à enlever le jugement. Et c'est ce qui aide aussi après dans la vie de tous les jours. La méditation, c'est un entraînement en fait sur les 2 ou 3 ou 10 minutes qu'on fait. En fait, c'est un entraînement pour la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, on a toujours cette petite voix qui nous pollue la tête en fait. Et en fait, si on arrive quand on médite, on s'entraîne à l'entendre. On s'entraîne à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et après, dans la vie de tous les jours, on le voit aussi d'autant mieux. Et donc, plus facilement, on peut les laisser partir. Et puis, notre petite voix, elle est moins là, elle est moins en train de juger tout le temps. On enlève tout ce jugement et tout coup, tout devient plus paisible et plus simple. Et ça nous laisse la possibilité de faire partir les émotions plus vite. Éventuellement, elles peuvent monter plus haut, mais elles redescendent beaucoup plus vite. Au lieu de faire comme ça, elles vont faire comme ça. Et du coup, le problème quand nos émotions font comme ça, c'est qu'on en a plusieurs du coup en même temps. Et ça devient après un brouhaha dans la tête. On se dit, je sais même plus ce que je ressens, je sais même plus où j'en suis. Alors que quand on a des petits pics comme ça, on est bien. À chaque fois, on est bien. En fait, on a l'impression qu'on est sous contrôle, c'est pas le bon mot, mais on a l'impression c'est bon, on n'est pas ballotté dans tous les sens, on est dans le flow en fait. Est-ce que méditer chaque jour, ça permet de vivre sa journée différemment? Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Le mieux, c'est d'essayer de méditer le matin. Enfin, les 2 meilleurs moments, ça serait le matin et le soir.
Le soir, c'est juste génial parce qu'avant de s'endormir, ça nous permet de se remettre dans un état plus calme, de un peu nettoyer ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, quand on s'endort d'une façon plus positive, on se réveille d'une façon plus positive et la nuit est plus réparatrice. Donc ça a déjà des effets plutôt sympathiques. Donc pour ceux qui se disent, moi, j'arriverai jamais le matin, si je me lève, ce sera pour me rendormir en méditation. Vous pouvez essayer le soir, même coucher dans votre lit, en fait. Et puis, pour certains, moi, par exemple, si je fais le soir, c'est clair que je dors tout de suite. Je me mets en méditation 10 secondes et je suis partie. Donc, moi, ce serait plutôt le matin où je vais me lever plus tôt. Et là, je vais prendre 10 minutes. Je vais mettre le réveil 10 minutes plus tôt. Et là, je vais prendre 10 minutes pour m'asseoir et respirer. Il y a aussi une autre façon de faire qui n'est pas tout à fait de la méditation, mais peut être un super début pour les gens qui ont trop de choses qui bouent dans la tête. C'est de la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, ça va aussi en fait apaiser le rythme de la respiration, qui va avoir un effet positif sur le corps, sur les hormones du corps, qui va faire en sorte que du coup, notre intellectuel va se poser, va être moins agité, les pensées vont être plus calmes, les émotions vont être plus douces. Donc, moi j'ai une application qui s'appelle Kardia, Kardia. Et pour la cohérence cardiaque, c'est super, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et puis après, j'ai une autre application qui s'appelle Insight Timer. Et maintenant, ils ont plein de méditations en français aussi. On peut choisir des méditations de 5 minutes, de 10 minutes en fonction aussi de ce qu'on a envie de rechercher, parce qu'il y a plein de types de méditations différents. Et moi, ce que je suggère pour les personnes qui ont envie de commencer la méditation, c'est de commencer par de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est bien. On ne parle pas de chakras, on ne parle pas de choses un peu plus ésotériques pour les esprits très terre à terre. Et donc, moi, venant d'un background ingénieur, voilà, la pleine conscience, c'est bien. Alors justement, on n'a pas parlé de ta définition de la méditation parce que je pense qu'on a tous, enfin beaucoup, en tout cas moi j'avais cette idée que la méditation, faut absolument avoir aucune pensée, tu vois, j'ai des pensées, c'est horrible, tout ça. Donc ouais, est-ce que tu peux nous donner déjà voilà, ta Alors, définition? ma définition, j'aime bien le fait que tu demandes ma définition parce que je trouve en effet que chacun a sa définition. Moi, ma définition, ça serait en fait, la méditation, c'est se concentrer sur un point précis. Donc, on appelle ça souvent un point de méditation. Pour certaines personnes, c'est pas trop tangible. On peut très bien dire aussi un point de concentration. Et c'est pour ça aussi que la méditation, c'est super bon pour entraîner sa concentration. C'est qu'en fait, en méditation, il y a toujours un point qu'on suit. Après, ça dépend c'est quoi le point. C'est ça qui fait un peu la différence entre chaque méditation. Donc, il y a la pleine conscience, souvent, en fait, beaucoup de méditation, on va commencer de toute façon à suivre la respiration. Donc ça va être le point de méditation, ça va être la respiration. Après, il peut y avoir justement comme point de méditation les sens, être en contact avec ses sens. Donc avec l'ouïe, avec le toucher, et changer. Donc à chaque fois, on change le point de méditation. Ça peut être aussi justement être en contact avec ses pensées. Donc essayer de juste suivre, de voir les pensées qui passent dans la tête. Donc il y en a qui passent. On ne peut pas s'arrêter de penser. Ça peut être aussi en contact avec ses émotions. Et puis après, ça peut être en contact avec une histoire, donc une visualisation, avec des chakras, justement. Moi, j'ai une technique pour justement gérer les émotions et où on se crispe et on reste centré sur certains chakras et après, on lâche tout. Très, très puissante d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, c'est ça la méditation. C'est juste avoir un point de méditation et le suivre, en fait. Maintenant, ce point de méditation peut être complètement différent en fonction de ce qu'on veut atteindre. Mais quand tu dis le suivre, alors est-ce que j'ai bien compris que quand c'est un point sur les émotions ou une pensée, tu le laisses aller. Tu n'es pas là en train de te dire, bon alors du coup au repas, est-ce que j'ai tout est-ce que j'ai tous les ingrédients qu'il faut je veux dire, tu
C'est ça, enfin, tu t'attardes pas quand c'est les émotions, tu n'essayes pas d'être dans Tout à fait. l'intellect. Tout à fait. En fait, si par exemple, on veut avoir comme point de méditation les pensées, l'idée, c'est pas de rester fixé sur une pensée et puis de la suivre, ou c'est pas de penser activement, en effet, c'est pas de faire la liste des courses de la semaine, mais c'est plutôt se dire, c'est être en métacognition, donc c'est plutôt être en observateur et se dire, bon, ok, là j'ai la liste de courses qui passe, là je viens de penser au beau temps. Et puis on laisse passer les idées en fait, mais on ne s'accroche pas à ces idées-là. Et on essaye de rester avec un corps relaxé aussi. Alors, pour moi, l'avoir expérimenté, autant quand tu te concentres, alors soit moi c'est sur le souffle, enfin la respiration, des choses comme ça, et quand tu as des pensées, eh ben, tu te ramènes du coup dans ton corps, mais je trouve que c'est plus difficile avec les pensées. Tu vois, enfin, quand il y a une pensée, c'est plus difficile de retourner. Ça, c'est super intéressant parce que je fais beaucoup de méditation avec les enfants. Et donc, il y a des enfants qui sont au potentiel, des enfants qui sont hypersensibles, des enfants qui sont incroyablement créatifs. Et donc, justement, des fois, ces enfants qui sont incroyablement créatifs ont vraiment du mal à rester concentrés sur quelque chose. Et donc, il m'expliquait, parce que justement, la méditation, c'est ça, hein, on reste par exemple sur la respiration, puis il y a une pensée qui nous fait partir. Et à un moment donné, on s'en rend compte. On dit, mais non, je suis partie et je ne suis plus concentrée sur ma respiration. Et donc, on revient sur la respiration. Et en fait, ces enfants-là m'expliquent, ils me disent, mais moi, je me rends jamais compte que je suis partie. Donc, je ne peux pas revenir puisque je ne me suis pas rendu compte que je suis partie. Et la seule façon de se rendre compte qu'ils sont partis, c'est s'il y a un bruit dans la classe, si la maîtresse dit « Eh oh, est-ce que tu es là ?» Et en fait, là, ils se disent « Ah oui, ok, j'étais plus concentrée. » Et en fait, justement, avec ces enfants-là, c'est ce qu'on travaille. On travaille le fait qu'ils se rendent compte qu'ils partent. Donc, au départ, peut-être qu'ils mettent 3 minutes avant de se rendre compte qu'ils sont partis. Et puis après, ils reviennent. Puis au fur et à mesure, ils mettent 2 minutes, 1 minute. Ils partent de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps, surtout. Et en fait, c'est ça, c'est dans ça que la méditation est un entraînement de la concentration. Et comment tu fais, toi, pour justement les ramener à ça? En fait, je fais une méditation guidée. En l'occurrence, je dis, voilà, vous restez sur votre respiration. Et puis après, au bout d'un moment, je dis plus rien. Et je sais très bien que quand je dis plus rien, il y en a qui s'en vont. Et là, si vous êtes parti, c'est OK. Et vous revenez. Et surtout, à ce moment-là, il ne faut pas, parce que c'est ce que nous, adultes, on a tendance à faire. On dit, ah, mais je suis trop bête, je suis partie, je n'ai pas réussi. Et j'y arrive même pas pour 2 minutes, et ainsi de suite. Donc là, c'est justement, si on fait ça, on remet un ruminement dans notre tête. Et ça, c'est pas bon. Et donc, c'est réussir à couper ce ruminement en disant, non, il n'y a pas de jugement à avoir. Je suis partie et au moment où je me suis rendu compte que j'étais partie, c'est au moment où je suis à nouveau plein dans l'exercice, en pleine conscience et je reviens. Sans jugement. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment l'une des clés parce que dans la vie de tous les jours, le nombre de fois où on fait un truc et on se dit, oh, je suis trop nulle, j'aurais dû. Et là, on part à nouveau dans notre bicyclette intérieure. Et en fait, quand on a pris l'habitude de méditer, à ce moment-là, dans la vie de tous les jours, on dit non, j'arrête, ça sert à rien. Je coupe ce dialogue intérieur. Et en fait, c'est là où on commence à réussir à purifier un petit peu son environnement intérieur pendant la journée, même si on ne médite pas. C'est les bienfaits de la méditation ensuite. Donc, les bienfaits de la méditation, c'est dans le corps, parce que les hormones descendent, le système parasympathique se calme, mais en même temps, c'est aussi la gestion de ce qui se passe dans notre tête. Ouais, c'est vrai que c'est super puissant d'avoir, du coup, pour les personnes qui pensent tout le temps et qui ont du mal aussi à rester en place, de ce que tu disais, d'avoir quelqu'un, enfin une voix, une méditation comme ça qui te ramène tranquillement de temps en temps, qui te rappelle que est-ce que là tu es vraiment présent ou pas? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et à nouveau, il y a des jours où on va y arriver mieux que d'autres. Parce qu'il y a des jours où on a juste beaucoup plus de choses à faire, on est plus stressé, on est plus angoissé. Et donc là, ça va être plus compliqué. Il y a des jours où ça va être plus simple. Alors justement, comment t'en es venue, parce que toi, tu travailles beaucoup avec les enfants. Comment t'en es venue donc, on était arrêté à tes 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, en effet, à 18 ans, je voulais être psychologue, mais on m'avait dit que c'était une très mauvaise idée. Donc, finalement, j'ai fait ingénieur. Je suis partie en Allemagne. Je suis partie en Allemagne pour mon travail. Donc, j'étais ingénieure dans le domaine de la chimie et de la pharma. Et puis, je n'étais pas si satisfaite que ça de mon travail. Je ne voyais pas trop le sens que ça pouvait avoir. Et en fait, en 2013, j'étais vraiment au point de vue, j'étais pas bien, j'étais dépressive, je me sentais pas bien. Et là, j'ai décidé de vraiment changer de vie et de me dire non, mais ça fait 20 ans que je veux être dans le psychologique. J'avais déjà refait des tentatives entre-temps, mais voilà, ça n'avait pas abouti. Donc là, en 2013, je me dis, bon, j'arrête mes bêtises et je repars vraiment dans le métier qui m'intéresse vraiment. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait 2 ans, j'ai repris des études de coaching, donc une certification de coaching pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, en fait, mes coachs me disaient, il faut surtout réussir à ne pas se laisser entraîner dans les émotions, ne pas se faire de transfert d'émotions. Et j'étais là, mais vous faites comment ? Vous faites comment, quoi? Parce que, il y a du transfert, quoi. Et ils n'ont jamais vraiment réussi à me donner des vraies approches, des vraies idées. Et j'ai dit, mais moi, je sais comment je peux faire. La méditation, ça, c'est clair. Parce que j'ai des techniques aussi pour faire en sorte de couper un peu mon empathie, de rester avec mes émotions à moi et pas prendre les émotions des autres. Donc, moi, je savais comment faire, mais eux n'avaient pas réussi à me donner d'autres outils. Et à la fin de ces 2 ans de formation de coaching, je me suis dit, s'il y a un truc que je veux donner à mes enfants, s'il y a un outil que je veux donner à mes enfants, c'est apprendre à méditer. Et à l'époque, mon plus grand avait 5 ans, mon petit avait 1 an, même pas. Donc, je me suis dit, je vais regarder si je peux faire en sorte que mon grand commence. Et en fait, il n'y avait rien sur Francfort, donc c'est là où j'habite. Il n'y avait rien. Et je me dis, bon, s'il n'y a rien, il faut que je m'y colle, quoi. Il faut que moi, j'arrive à lui apprendre. Et ce n'est pas forcément facile d'apprendre aux enfants. Et donc, à l'époque, il y avait déjà le livre sur je l'ai là d'ailleurs, là sur le coup, il est en allemand, mais le livre sur la grenouille. Ah oui, oui, le fameux livre. Ouais. Le fameux livre sur la grenouille. Et moi, ça n'a pas marché avec mes enfants, enfin avec mon grand en tout cas. Donc, j'ai utilisé un peu toutes mes techniques de Reiki, parce que j'avais fait du Reiki aussi, donc le toucher, la méditation par le toucher et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à le faire méditer. J'ai acheté un autre livre, j'ai acheté 2 autres livres. Par contre, moi personnellement, j'ai trouvé super. Donc, il y a celui-là. C'est une Américaine qui était avocate et qui a utilisé la pleine conscience dans sa famille. Et justement, elle fait beaucoup de parallèles avec la famille, la parentalité. C'est pour ça que et j'aime bien les exercices qu'elle donne dedans. Et j'ai acheté un autre livre aussi qui s'appelle « Tout est là, juste là » de Jeanne Sioud-Fachin. Donc française, donc Cocorico, et j'ai trouvé super aussi. C'est vraiment 2 livres qui m'ont aussi aidée au départ. Et après, j'ai fait une formation avec elle, par exemple. J'ai suivi un stage avec elle pour continuer à mettre dans ma pratique. Et c'est pour ça que c'est comme ça que ça a commencé avec les enfants. Et en fait, quand mon environnement a commencé à voir ce que je faisais, c'est eux qui m'ont dit, moi, j'ai envie que tu fasses la même chose avec mes enfants. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé, les cours avec les enfants et la méditation avec les enfants et le fait que je fasse maintenant dans quelques écoles. Tout est parti de moi, mon envie à donner ça à mes enfants. Et est-ce que toi, tu méditais déjà régulièrement quand tu as… Oui, donc ton fils te voyait faire déjà. Et ça c'est la puissance de l'imitation, c'est juste incroyable. Déjà, quand j'étais enceinte de mon 2e, pendant 1 an, j'ai fait la même méditation tous les jours. Et c'est cette méditation sur les émotions qui est incroyablement puissante, mais qui n'est pas forcément facile. Et je ne proposerais pas de la faire à quelqu'un à distance, parce qu'elle peut remuer beaucoup d'émotions, justement. Après, j'ai fait une autre méditation où justement, où le point de méditation, c'était toucher les doigts comme ça. Et elle n'est pas facile non plus, donc on met ses mains comme ça. Et en fait, on essaye de rester le plus focalisé possible sur le contact. Et mon grand, à l'époque, avait 3 ans. Et j'avais une méditation guidée qui allait avec ça. Et il se levait très souvent tôt, en fait. C'était un lève-tôt. Et souvent, en fait, il venait s'asseoir à côté de moi et il attendait que ça se passe. Et je me souviens une fois où j'avais pas mis les écouteurs, mais j'avais laissé l'enregistrement. Et lui, il a écouté, il a fait pareil.
Et en fait, après, il m'a dit, mais maman, c'est juste magique. Parce qu'il avait ressenti beaucoup de choses. Et en fait, il a gardé cette position-là pendant des années, même si moi, ça m'embêtait un petit peu parce que pour moi, ça a un peu une connotation d'un geste religieux. Je n'avais pas forcément envie qu'il emmène ça dans mes cours de méditation avec les autres enfants, parce que je ne suis pas religieuse. Mais en même temps, cette méditation-là, ce jour-là, l'avait tellement impacté. Il m'a dit, c'est magique et j'ai ressenti mon soleil à l'intérieur. Il avait 3-4 ans. Et en fait, je crois que ça a été presque plus impactant que ce que j'ai essayé de mettre en place après avec lui. Finalement, il a eu un peu le déclic que toi-même, tu avais eu. Il a ressenti un peu la même chose que Ouais, toi à 8 ans. mais Quoi. beaucoup plus tôt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu constates? Est-ce que c'est difficile d'amener les enfants à méditer? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que, comment Ça, ils vivent c'est ça? une super question. Alors, c'est très différent. Il y a des enfants qui sont incroyablement réceptifs. J'ai mis en place un challenge. Je fais beaucoup de challenges, en fait, parce que c'est comme ça que moi, j'ai réussi à faire en sorte que mes enfants méditent d'une façon plus prolongée, parce que justement, mes enfants étaient... Alors, mon grand est réceptif. Mon deuxième n'était pas réceptif. Mon troisième, qui a 6 ans, là, il est moyennement réceptif. Et en fait, ce que moi, je voulais aussi, c'est qu'il médite sur une grande période. Pas sur un jour de temps en temps, mais je voulais que ça soit vraiment, que ça devienne un peu une routine. Et je suis une fan de challenge, donc j'ai commencé à mettre des challenges en place pour mes enfants. Et ça marche super bien. Donc, c'est une des façons que je proposerai aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez envie que vos enfants méditent, donc déjà, vous leur proposez une fois pour voir comment ils réagissent. Et puis après, en fonction, vous pouvez très bien leur proposer un challenge de 21 jours. Et vous le faites aussi avec, parce que sinon, ce n'est pas du jeu. Il faut faire avec. Et là, en fait, on peut commencer à voir. Parce que moi, je voulais qu'ils ressentent les effets sur une longue période. Après 21 jours, qu'est-ce que ça donne, en fait? Donc, ça, c'est une astuce. Donc, la première chose à faire, c'est essayer avec eux une petite méditation de 3-4 minutes en fonction de leur âge, voir s'ils accrochent ou pas. Et puis, s'ils accrochent, c'est super. Vous pouvez le faire régulièrement, mettre une routine en place tous les soirs avant d'aller au lit pour les calmer, les endormir, par exemple. Et puis, s'ils accrochent pas trop, c'est pas grave. Il y a des techniques comme par exemple les challenges. Et moi, mon deuxième, c'était pas du tout son truc. Bon, maintenant, il est capable, il a 9 ans, il est capable de méditer pendant 15 minutes. Donc, ça veut dire que voilà, petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à lui donner ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en fera. C'est possible qu'il n'en fasse rien du tout dans sa vie. C'est juste un outil que j'ai donné. Est-ce qu'il l'utilisera? J'en sais rien. Il y a des chances quand même, je pense, qu'à un moment donné... Je pense qu'à un moment donné, peut-être plus tard, peut-être qu'à l'adolescence, ils vont laisser tomber, puis après, ils vont reprendre. Mais moi, j'ai des enfants qui, dans mes cours les samedis matins, c'est une fois par mois seulement, c'est qu'1 heure, donc c'est pas hyper intensif, mais il y a des enfants qui sont... C'est des éponges, ils sont capables de prendre ça. Enfin, j'en ai un en tête où voilà, il a écouté un peu les séances, il n'était même pas trop dedans dans les séances, il se mettait toujours un peu dans le coin, il n'avait pas trop envie qu'on l'embête. Et puis finalement, sa maman, elle me disait quelques jours plus tard, il est allé à un anniversaire, il s'est senti complètement submergé par l'ambiance de l'anniversaire parce qu'il est arrivé le dernier, donc il y avait déjà tout le monde qui était là. Il a commencé un peu à sentir la panique arriver et là, il a commencé à respirer et il est rentré sans problème. Ah, c'est génial, oui. Et je dis, mais il est génial en fait, parce qu'il a vraiment réussi à s'approprier le truc et à l'utiliser au bon moment. Donc, il y a des enfants qui adorent ça. Moi, j'ai des enfants qui viennent depuis 4 ans. Et puis, il y a des enfants, non, ça ne leur parle pas trop. Donc, il faut essayer. Et est-ce que tu conseilles, par exemple, si en tant que parent, si tu n'as jamais médité mais que tu as envie de commencer, est-ce que c'est une bonne chose de commencer avec son enfant? Ou est-ce que tu conseilles plutôt de le faire nous en amont et après de le faire avec son enfant? Je pense que le mieux, c'est de le faire seul. Après, ça dépend si l'enfant, il a 10 ou 15 ans et qu'il est plutôt mature ou calme, finalement, il peut presque être notre professeur quelque part ou être notre égal. Et donc là, ça peut être intéressant de le faire avec lui ou avec elle.
Par contre, si c'est des petits bouts de chou qui ne tiennent pas en place, là, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et là, le problème, c'est que ça peut être source de friction, en fait, parce que le parent essaye, tant bien que mal, et l'autre fait du bruit autour. Il faut être déjà très stable pour soi-même rester en méditation quand il y a beaucoup de mouvements autour et quand on se dit, il ne fait rien, en fait. Donc, ce que moi, je proposerais dans ces cas-là, c'est le parent essaye seul dans son coin. Il fait ce qu'il a envie de faire, c'est 3 ou c'est 5 minutes. Et une fois qu'il les a faites, en fait, il peut très bien se dire, maintenant, je prends ces 3 ou 5 minutes avec mon enfant. Soit je l'accompagne, donc je le touche, je l'aide à respirer, voilà, je fais les gestes qui peuvent l'aider. Ou alors, moi, tout simplement, je me mets en méditation. Et peut-être que mon calme à moi va au bout d'un moment le calmer et il va se poser. Mais en tout cas, si moi, j'arrive pas à méditer parce qu'il fait n'importe quoi autour, c'est pas grave, j'aurais déjà fait ma séance avant. Ouais, tu seras déjà plus zen pour De toute accueillir. façon, et puis dans ces cas-là, on se dit c'est pas grave, c'est pas une séance pour moi, c'est une séance pour lui. Donc si j'en tire rien moi, en fait c'est normal, quoi. Et puis l'idée, j'imagine, c'est d'inviter, c'est pas d'imposer aussi, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis ces challenges en place de méditation, parce que c'est ce qui se passait avec mon fils quand à 5-6 ans, je voulais le faire méditer. C'est que je voulais le faire méditer, il voulait jouer, toutes les astuces que j'utilisais ne marchaient pas forcément. Au bout d'un moment, je levais le ton, il pleurait, après il était calmé, après il méditait, après il était content. Mais je me dis, ça ne peut pas marcher comme ça. Enfin, c'est pas sain, c'est pas bon. Et donc après, c'est pour ça que j'ai trouvé des astuces pour le motiver. En disant, voilà, si tu te mets en position sans râler, tu as déjà un smiley. Si tu restes encore 1 minute, tu as un autre smiley. Et puis au bout de 5 smileys, tu as une petite surprise. Et là, tout de suite, ça a bien fonctionné, en fait. Oui, parce que j'allais te demander, je sais que les hypersensibles et les hauts potentiels ont besoin de sens. Est-ce que, justement, t'expliques, comment voilà, quel sens tu donnes ou comment tu leur expliques, tu vois, que ce serait bien pour eux, par exemple? Alors, oui, justement. Alors, il y a des enfants qui le ressentent tout de suite. Ils se sentent bien. Donc, on dit, essaye. Et puis après, tu verras, on en reparlera. Donc, il y a des enfants qui essayent. Et après, tout de suite, ils se rendent compte que, ouais, ça fait du bien. C'était sympa, c'était agréable. Et donc, les enfants qui ressentent ça tout de suite, eux, c'est bon. On n'a pas besoin de leur donner beaucoup plus de sens que ça. Par contre, les enfants qui ne ressentent pas tout de suite, ou au contraire, qui ont peut-être même tendance à ressentir leur mal-être, leur irritabilité, leur irritation ou quoi que ce soit, c'est sûr que eux, c'est un peu compliqué de leur dire, mais si, tu vas voir, ça va te faire du bien dans 21 jours. Ils sont trop petits pour extrapoler comme ça. Donc, c'est là où moi, j'utilise la motivation extrinsèque. C'est là où je dis, oui, je sais, c'est pas très fun comme ça, mais regarde, on peut très bien faire un challenge ensemble, ça va être fun, ça va être marrant, tu vas réussir à gagner des points, tu auras des petites récompenses, et puis on va faire ça ensemble, et donc c'est là où j'utilise tout cette idée de challenge pour les motiver. Et à chaque fois, par contre, à chaque fin de méditation, je leur demande, alors, c'était comment? Tu te sens comment par rapport au début? Et là, petit à petit, ils se rendent compte que oui, quand même, ils sont plus calmes. Oui, quand même, ça a cet effet-là. Oui, ils sont endormis plus vite. Oui. Et donc, du coup, j'essaye au fur et à mesure de leur mettre une motivation intrinsèque, celle qui leur donne envie tout seul d'y aller, quoi. Ouais, et c'est vraiment le challenge dans la durée. Pour toi, il faut une vingtaine de jours quand même, c'est ça, pour que ça puisse s'ancrer, ou est-ce qu'ils mesurent assez vite aussi les résultats? Parce que est-ce que l'idée, elle n'est pas que juste déjà, ils mesurent que ça peut faire du bien et qu'ils ont cette technique-là à leur disposition? Oui, mais ça, c'est vraiment, c'est pareil pour les adultes, hein, là, c'est un peu la même chose. À nouveau, il y a des adultes qui, dès la première fois où ils vont méditer, ils vont ressentir le bienfait. Ça va leur faire quelque chose tout de suite. C'est un peu, par exemple, comme quand on va faire un footing. Il y en a, dès la première fois, ils disent, ouais, ça a fait du bien, quoi. J'y retourne demain. C'était sympa. Et puis, il y en a, en fait, il va leur falloir quand même quelques fois avant de ressentir le bienfait, parce que tout ce qu'ils ont ressenti, c'est que c'était dur, ils n'avaient pas d'air, ils ont des courbatures, c'était pas fun.
Donc, c'est là la différence et c'est là où on ne peut jamais trop savoir au départ. Il faut tester. Ceux qui sentent qu'au départ, ce n'était pas fun, ils ont des courbatures, ils ont craché leurs poumons, là, il va falloir leur dire essaye 21 jours. Et on en reparle dans 21 jours et tu verras la différence. Pourquoi 21 jours? Parce qu'on dit souvent que pour prendre une nouvelle habitude, il faut souvent 21 jours. Souvent, on dit aussi que ça, c'est juste pour prendre la nouvelle habitude, mais finalement, on peut la perdre relativement vite. Souvent, on dit qu'il faut 90 jours pour que ça devienne vraiment quelque chose de complètement intégré dans sa vie et on ne pense même plus à l'enlever. C'est comme se laver les dents. On ne se dit pas non, tiens, je vais peut-être arrêter pendant 15 jours. C'est tellement intégré qu'évidemment, on va le faire. Et souvent, il nous faut à peu près 90 jours pour avoir cette nouvelle habitude d'une façon complètement automatique, on n'y pense même plus. 21 jours, c'est le minimum. Et donc, c'est pour ça. Mais après, pour les petits, des fois, je leur dis, mais même si c'est une semaine, ou même si c'est 15 jours, ou même si c'est 2 jours, on peut déjà faire 2 jours. Allez, on médite pendant 2 jours. Et puis après, on voit comment ça passe. Et puis après, on fait une petite récompense. Et puis peut-être un mois plus tard, on dit, tu sais quoi, on va méditer pendant 3 jours. Et ainsi de suite. Donc l'idée à nouveau, c'est de mettre, d'y aller vraiment à la vitesse de la personne et de ne pas trop la brusquer, de ne pas trop la frustrer, mais de juste voir le faire. Et rien que le faire, célébrer ça, c'est tout. Et est-ce que pour apprivoiser ces émotions, est-ce que le simple fait en fait d'être en méditation, ça suffit, ou est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, de particulier à faire? Il peut y avoir plusieurs choses en fait. Il y a une chose que j'écris souvent. Je vais écrire avec plusieurs couleurs. C'est mieux pour notre cerveau. On est super intéressés de savoir ce que tu vas nous montrer. Je suis en train de dessiner en fait. Je parle souvent de ça. Et ça, c'est la première lettre, ça correspond à penser. Donc, on a souvent une pensée qui arrive dans notre cerveau. Et après, on a une émotion qui découle de cette pensée-là. Ça, c'est notre monde intérieur. Et en fonction de notre monde intérieur, on va faire des actions et on va avoir des résultats. Donc, en fait, si on a envie de changer les résultats, on va toujours penser à changer l'action. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Mais en fait, il faut aller plus haut parce que si on change juste l'action, ça va certainement aller en contradiction avec notre pensée et nos émotions et on ne va pas tenir longtemps. Par contre, si on change ça, on va automatiquement changer ça pour avoir des résultats différents. Et comment on fait pour changer les pensées et les émotions? Il y a plusieurs choses en fait. La pensée, on peut la changer déjà quand on est conscient de la pensée qu'on a. Donc, la méditation aide à être conscient, mais il n'y a pas que ça, en fait. Tous les jours, on peut se demander, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser? Dans la vie de tous les jours, régulièrement, faire une pause, tiens, je suis en train de penser quoi? Et ça, c'est une technique qu'on utilise en méditation, mais en fait, c'est de la pleine conscience. C'est être conscient à un moment donné que je suis en train de penser ça. On peut s'entraîner à faire ça. Les émotions, du coup, c'est pareil. On peut s'entraîner à savoir ce qu'on est en train d'avoir comme émotion. Et donc, pour ça, le mieux, c'est d'avoir à la limite une petite feuille où on a toutes les émotions dessus et régulièrement se dire, tiens, qu'est-ce que c'est l'émotion que je suis en train de ressentir ou les émotions que je suis en train de ressentir. Et je trouve que pour les hypersensibles, parce que souvent on dit tout vient de la pensée, les hypersensibles, c'est pas vrai. Ça vient des fois que de l'émotion en fait. Parce que le problème en fait des hypersensibles, c'est qu'ils captent toutes les émotions aussi de l'environnement. Donc ça, c'est pas les leurs. Et en fait, on ne peut pas vraiment commencer par la pensée parce qu'on se dit, je ne comprends pas, je ne pense rien de négatif, par contre, je ne me sens pas bien. Et en fait, c'est là où il faut travailler juste à ce niveau-là. Et on ne peut pas toujours travailler à ce niveau-là par le cognitif. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est tellement vrai, en fait. Moi, ça m'arrive plein de fois de me dire, tout va bien. Mais en fait, non, si tu vas avoir dans l'émotion, et c'est très difficile aussi de mettre un mot sur l'émotion, en fait. Du coup, oui. Ouais.
C'est vrai que c'est difficile et en plus, souvent, tu ne sais pas si elle t'appartient ou pas. Exact. Donc, tu penses que ça t'appartient, mais en général, pas forcément. Et c'est Non. vrai qu'il y a la roue, ou alors c'est vrai qu'on peut écrire la liste des émotions, mais la roue aussi, c'était pas mal. Moi, j'avais découvert ça. Il y avait un jour, j'étais allée avec mon fils, il est tombé sur la roue des émotions et il s'était Mhm. amusé à chercher justement. Et c'est vrai que ça m'avait étonné que ça lui parle en fait. Et Ouais. c'était super Ben, intéressant. ça, c'est super intéressant parce que les petits, ou même enfin, les enfants d'une façon générale, et hier soir, j'ai fait un workshop sur la communication non violente, on a beaucoup parlé de ça. Les émotions, en fait, mon petit, par exemple, il y a quelques années, quand je lui disais, bah non, tu peux pas avoir du chocolat maintenant, il me faisait une crise et tout ça. Et là, je lui disais, oui, je comprends, oui, je comprends. Là, tu es en colère. Et en fait, du coup, il savait, ce qui se passe là en moi, c'est ça, la colère. Et donc, rien que ça leur fait du bien. Et je sais que mon deuxième, c'était un peu pareil. Il y a des fois où il partait dans une émotion et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il était incapable de me dire, il savait pas c'était quoi l'émotion, il savait pas pourquoi il l'avait eu. Et en fait, le dire, ok, j'ai vu la scène, il s'est passé ça, l'autre a dit ça, t'es monté en émotion. Et moi, je crois que en fait, ton émotion, elle est ça parce qu'il y a eu de l'injustice. Est-ce que c'est vrai? Et là, il était capable de réfléchir et de me dire, oui, je pense que c'est ça, tu as raison. Et en fait, là, ça lui fait du bien, en fait. Et là, rien que pour ça, l'émotion, elle redescend déjà. Et en fait, en plus, ça lui apprend Mm. à savoir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On dit, ah oui, c'est parce qu'il y a eu de l'injustice, du coup, je me suis mis en colère, par exemple. Et du coup, j'ai été violent, j'ai eu envie de taper. Et du coup, ça lui permet de mieux gérer ses émotions. Donc ça, c'est encore une autre technique en dehors de la méditation. Mais ce qui est important, c'est de réussir assez rapidement à savoir qu'est-ce que je pense là maintenant, qu'est-ce que je ressens. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je ressens et ce que je pense? S'il y a un décalage, c'est qu'éventuellement, l'émotion que je ressens, ce n'est pas la mienne. C'est peut-être celle du voisin ou de la salle. Et dans ces cas-là, moi, j'ai une méditation justement où j'arrive à me mettre une bulle autour de moi. Et en me disant concrètement, c'était quoi mon émotion avant que la personne arrive dans la pièce? Et je dis, c'était ça. Je dis, c'est ça mon émotion en fait. Et je me souviens que, pareil, je crois que j'avais 17 ans, j'étais allée à un enterrement où moi, je n'étais pas spécialement triste parce que je ne connaissais pas bien la personne. Mais je suis arrivée dans l'église et là, boum, et là, j'ai eu envie de pleurer. Et je me dis, mais je ne comprends pas, ça vient d'où ça? C'est pas mon émotion, je ne connais pas la personne. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'absorbais un peu les émotions de mon environnement. Et en mettant une bulle, en disant, OK, je comprends, eux, ils ressentent ça, mais moi, je ne ressens pas ça. Moi, je ressens de la joie, je ressens... et c'est OK. Ouais, c'est difficile, hein, par contre, hein, je pense, de faire ce travail. Donc, la méditation doit beaucoup aider, mais de Oui, faire la ce méditation travail aide de beaucoup. Ouais, savoir, non, moi, mon émotion avant était comme ça, et là, elle a été transformée. tout à fait. Ou alors, d'un coup, je me sens comme ça, pourquoi je me sens comme ça? Et puis de réussir à dire, ah, parce que je viens d'avoir cette idée-là. Il y a un livre, moi j'adore cette personne-là, c'est Albert Ellis, et c'est quelque chose que j'utilise aussi pas mal. C'est tout un processus, c'est de réussir à voir quelle est la pensée que j'ai eue. Et en fait, c'est cette pensée-là qui a déclenché cette émotion-là. Et si je enlève cette pensée-là et que j'en remets une autre, en fait, je change mon chemin émotionnel, en fait. Et des fois, on a toujours, à chaque fois qu'il y a une personne qui dit ça, boum, on va penser ça, boum, on va ressentir ça. Et une fois qu'on a réussi à voir le schéma, on peut dire, à partir de maintenant, quand j'entendrai ça, je penserai ça. Et ça marche super bien. Ça marche aussi avec les adolescents et les enfants, en fonction de leur capacité à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à nouveau, la méditation aide à avoir une lecture de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, c'est un véritable outil pour apprendre à te connaître, en fait, pour C'est aller à ça, l'intérieur de toi et c'est apprendre à te ça. Et connaître. c'est Ouais. pour ça que moi, je me suis dit à la fin, tous les outils de coaching sont géniaux, hein. Franchement, j'aime bien avoir des méthodes, des processus et tout ça. Mais si on n'a pas cette lecture à l'intérieur, et la méditation est définitivement un outil juste pour ça, et après pour plein d'autres choses aussi, pour gérer le niveau de stress d'un coup, changer sa respiration pour calmer, ça aussi c'est dans la vie de tous les jours. Alors moi je voyageais beaucoup à un moment donné, donc j'étais en décalage horaire tout le temps.
bah voilà, j'utilisais la méditation pour dormir au moment où je pouvais dormir et pas forcément au moment où je voulais dormir. Donc, ça m'a vraiment sauvée dans ça m'a aidé à prendre des décisions compliquées aussi. D'être plus sûre, de trouver la vraie raison et pas être guidée par mes peurs, mais être guidée par mes valeurs. Donc, la méditation m'aide à faire tout ça. Mais voilà, moi, ce que j'avais envie de donner à mes enfants, c'est déjà comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est vrai que c'est la base, en fait, j'ai envie de dire, Ouais, c'est le fond, en fait. Comme tu dis, il y a plein d'outils qui sont utiles, mais là, j'ai l'impression que du coup, on se concentre vraiment sur le socle, voilà, la base, ouais. tout à fait. En tout cas, moi, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai mis en place dans ma famille, en fait. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire pour terminer cette belle conférence? Bah, moi, j'aurais envie de dire, essayez seul, essayez avec vos enfants. Par contre, ne demandez pas vraiment à vos enfants de se lancer là-dedans si vous n'avez pas non plus envie de vous lancer. Enfin, vous pouvez leur proposer, mais vous ne pouvez pas plus ou moins les forcer dans cette voie-là si vous ne le faites pas non plus. C'est ça que j'ai envie de dire. J'ai des parents qui me disent, ben, mon enfant, il a un problème, donc tiens, je te le donne. Je dis, ben non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert des cours de méditation pour les adultes 1 fois par mois aussi, parce que je dis, moi, je veux bien m'occuper des enfants, mais je veux voir les parents aussi. Et donc voilà, tester, surtout être bienveillant. Voilà, et prendre le temps. Merci Christelle, merci beaucoup. Avec plaisir.